Wesh wesh les juristes, vous n'êtes jamais demandé comment on part d'un fait A et on arrive à un fait B? Parce que moi ça m'arrive tout le temps. Et du coup je vais essayer de vous le montrer avec cette orange et mon assistante. Donc on part d'une situation et le fait de pousser cette orange va entraîner sa chute. Bonjour Nicolas, cette question que tu te poses n'est pas si simple. En effet, de nombreux auteurs y ont déjà réfléchi avant toi et la question reste encore ouverte. Il s'agit en fait de rendre intelligible l'origine de ce qui est, en passant de la métaphysique, c'est-à-dire de la recherche de l'origine du monde, à l'épistémologie, c'est-à-dire de la recherche des lois de la nature. La cause serait donc une sorte de force qui produit un effet, car tout effet aurait une cause. Leibniz disait que rien ne peut arriver sans raison. Et Platon affirme en outre qu'il est impossible que quoi que ce soit puisse naître sans cause. La question serait donc pourquoi cela existe ou n'existe pas. C'est Aristote qui a essayé de définir 4 gradients de cause. La première étant la cause matérielle, c'est-à-dire la matière dont l'objet est fait. La seconde serait la cause formelle, c'est-à-dire la forme de l'objet en général. Et enfin, la cause efficiente, qui serait l'agent transformateur de l'objet pour arriver à la cause finale, c'est-à-dire le but, la fin de ce pourquoi l'objet a été fait. Bon, la philo c'est bien, mais c'est quand même hyper perché. En droit, on appréhende le lien de causalité de cette même façon. Un fait juridique A entraîne un fait juridique B. En responsabilité civile, tout particulièrement, le lien de causalité est au cœur de ce régime. En effet, par nature, on doit établir une relation de cause à effet pour engager l'obligation de réparation. Mais c'est quand même pas facile et plusieurs difficultés se posent, notamment celle de l'articulation entre le lien de causalité juridique et le lien de causalité scientifique. Donc, si un lien de causalité scientifique est établi, par nature, on va considérer que le lien de causalité juridique est retenu aussi. Mais s'il y a un doute sur le lien de causalité scientifique, alors, est-ce qu'on va devoir écarter le lien de causalité juridique ou est-ce qu'on peut quand même le prouver? Y aurait-il donc une hiérarchie entre le lien de causalité scientifique et le lien de causalité juridique? Dans ses réflexions sur le néant, Descartes affirme que de rien, rien ne se fait. Ainsi, si rien ne peut sortir du néant, il faut qu'il n'y ait rien dans un effet qui n'ait été d'une semblable ou plus excellente façon dans la cause. Aujourd'hui, il ne s'agit plus véritablement de rechercher la cause, mais plutôt des lois, c'est-à-dire des rapports constants et prévisibles entre les phénomènes. Kant dispose ainsi, dans la critique de la raison pure, que le concept de cause exige absolument qu'une chose A soit telle qu'une autre B en dérive nécessairement et suivant une règle absolument universelle. C'est bien gentil ça, mais on a un problème. Si, dans une affaire, on n'arrive pas à établir la certitude scientifique, et que pourtant il y a des éléments qui tendent à faire penser qu'il y a un lien de causalité qui peut être établi entre le fait générateur et le dommage, comment on fait pour indemniser la victime? Mais Nicolas, donne-nous un exemple précis. Eh bien, dans un arrêt du 22 septembre 2008, un salarié d'un centre hospitalier avait été vacciné contre l'hépatite B. Par la suite, il avait ressenti les symptômes de la sclérose en plaques et avait donc assigné en réparation de son préjudice la société fabricante de ce vaccin. Lorsque les juges du fond ont étudié cette espèce, ils retiennent que la preuve scientifique absolue est impossible. Ils estiment donc qu'en responsabilité civile, il existerait une preuve scientifique qui aurait une valeur absolue, mais la difficulté se pose dans cet arrêt car la victime n'arrive pas à prouver le lien de causalité de façon directe. Elle devrait donc, pour emporter la conviction du juge, prouver à travers divers indices que le fait à prouver est probable, qui est ici le lien de causalité. Cette possibilité donnée à la victime est-elle valable lorsqu'il y a un doute scientifique? Ou alors, le doute scientifique empêche-t-elle la victime de rapporter toute preuve de causalité juridique? Finalement, on en revient à la question de la hiérarchie entre la causalité juridique et la causalité scientifique. Mais comment prouve-t-on le lien de causalité? C'est le demandeur qui doit apporter la preuve. Et c'est un fait juridique. Donc, il est prouvé par tout moyen. Oui Mathilde, tu as tout à fait raison, il faut rapporter la preuve du lien direct. Or, en l'espèce, ce n'est pas possible de la rapporter.
cette situation n'apparaît pas très juste vis-à-vis des requérants, parce que le lien de causalité peut exister en réalité, même si la preuve ne peut pas être apportée. C'est pourquoi on peut peut-être se référer à des indices qui vont permettre de rendre très probable ce lien de causalité. Le droit a justement inventé le concept de faisceau d'indices pour permettre aux requérants d'apporter la preuve de rapporter plusieurs indices pour rendre très probable ce lien de causalité. Le législateur l'a inscrit aux articles 1382 anciens et 1253 nouveaux du Code civil, où il parle de présomption grave, précise et concordante. Mais c'est donc ça les présomptions graves, précises et concordantes dont parle l'arrêt du 22 mai 2008 ? Exactement Mathilde Bachet, vous êtes décidément très perspicace. En effet, ces présomptions graves, précises et concordantes constituent un faisceau d'indices qui a été dégagé par la jurisprudence pour autonomiser la causalité juridique par rapport à la causalité scientifique. On parle de présomption, mais en réalité ce sont plus des preuves qui peuvent être apportées par la victime pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de la personne. Il n'y a pas de consensus scientifique. Certaines études écartent le lien entre le vaccin pour l'hépatite B et la sclérose en plaques, d'autres permettent de l'établir. Va-t-on se contenter de ce constat pour rejeter l'action des demandeurs ? Ce ne serait pas très juste. En l'an de grâce 2003, le 23 septembre, la première chambre civile de la Cour de cassation exige de la certitude scientifique pour confirmer le lien de causalité existant entre le fait générateur et le dommage. Bon, clairement, niveau indemnisation des victimes, on a encore du chemin à faire. Bon, je vais un peu critiquer la Cour de cassation, mais c'est vrai que le Conseil d'État est quand même plus avant-gardiste. Dans une série d'arrêts du 9 mars 2007, le Conseil d'État constate une incertitude scientifique. Mais il estime que le demandeur peut, au cas par cas, essayer de rapporter la preuve d'un lien juridique entre sa vaccination et sa maladie. Dans les arrêts où le Conseil d'État a reconnu la causalité, les juges relèvent qu'un bref délai s'est écoulé entre la vaccination et les symptômes et que le patient n'avait pas d'antécédents qui pourraient expliquer sa maladie. Ce faisceau d'indices permet de déduire la causalité juridique. Les juges permettent donc à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité en cas d'incertitude scientifique et donnent des indices de critères de qualification du lien de causalité. Dans la lignée du Conseil d'État, une série d'arrêts de la première chambre civile du 22 mai 2008 casse la jurisprudence. Elle reproche au juge du fond de n'avoir pas recherché si, en l'espèce, des présomptions graves, précises et concordantes ne permettaient pas d'établir le lien entre la maladie et le vaccin. Par cet arrêt, elle invite les juges du fond à rechercher, en l'espèce, des indices susceptibles de la convaincre d'un lien de causalité. Malgré ces évolutions, il y a toujours une divergence. Le Conseil d'État remplit son rôle d'unificateur de la jurisprudence administrative en évitant les contradictions entre les cours d'appel. La Cour de cassation refuse de contrôler la qualification du lien de causalité. Il y a donc des problèmes. Dans une même situation, il peut y avoir plusieurs solutions selon les cours d'appel. Cela produit donc des inégalités entre les victimes. Il y a donc un manque de sécurité juridique. T'as raison Mathilde, mais avant ça, on doit se demander si la Cour de cassation a le pouvoir de contrôler la qualification. La Cour de cassation regroupe des juges du droit, donc la constatation des faits et la preuve des faits reste sous la souveraineté des juges du fond. Cependant, les juges de cassation peuvent qualifier juridiquement les faits en catégories juridiques. Ils contrôlent ainsi la définition de la règle de droit et donc peuvent contrôler la délimitation des catégories juridiques. C'est ainsi une opération intermédiaire qui est celle du pouvoir de qualification. En effet, les juges l'acceptent parfois, mais d'autres fois non. S'agissant du lien de causalité, en principe, ils acceptent de contrôler la qualification. Mais en cas d'incertitude scientifique, ils s'y refusent. En fait, ils hésitent juste à retenir la responsabilité des fabricants de vaccins. La Cour de cassation pose des questions préjudicielles au cours d'un arrêt du 12 novembre 2015 à la Cour de justice de l'Union européenne, et qui est la queen des cours, ce que Dominique Rousseau est au droit constitutionnel et ce que Fianso est au droit français.
Il s'agissait d'une loi de transposition des directives européennes sur les produits défectueux. Le régime spécial institué impose à la victime de prouver le lien de causalité entre le produit défectueux et le dommage. Une difficulté subsiste quant à l'interprétation que les juges peuvent retenir sur la présomption de causalité. En effet, les arrêts de la CJUE confortent la position de la Cour de cassation de 2008 sur le fait que l'incertitude scientifique ne fait pas obstacle à l'apport de preuves graves, précises et concordantes pouvant engager la responsabilité de la personne en cause. Bon, la CJUE a le mérite de conforter la Cour de cassation dans sa position de 2008 et d'éviter les pourvois incessants des laboratoires pharmaceutiques. La doctrine a espéré que la Cour de cassation allait donc contrôler la qualification du lien de causalité. Cet espoir est légitime puisque la CJUE a pris le temps de détailler les indices qui pourraient permettre à la victime de prouver le lien de causalité. Elle réaffirme ainsi les critères qui avaient déjà été énoncés par le Conseil d'État, auxquels elle ajoute le nombre significatif des cas de survenance de la maladie à la suite du vaccin. La conjonction de ces indices pourrait alors conduire les juridictions nationales à considérer que la victime a satisfait la charge de la preuve qui lui incombe. Mais ce serait peut-être trop beau, et cet espoir a été déçu. Espoir déçu en effet. Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation rejette la responsabilité pour manque de preuve de la causalité. Il n'y a pas de concomitance entre le vaccin et la maladie. L'absence d'antécédents ne constitue pas un indice. Le pouvoir souverain des juges du fond est réaffirmé et la Cour de cassation se retranche derrière. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le bilan est assez mitigé. En soi, même si c'est une très bonne solution pour les victimes, parce que ça leur permet d'obtenir réparation, même si on ne peut pas prouver le lien direct, d'un autre côté, on se rend compte qu'en pratique, les juges du fond utilisent peu cette jurisprudence et condamnent très peu les laboratoires pharmaceutiques.